Bonjour à tous, pourquoi chercher plus loin le meilleur aujourd'hui dans notre merveilleuse nature? Prenons le temps de découvrir des sites remarquables. Ici dans Lyon, à Arcis-sur-Cure, 11 grottes préhistoriques nous racontent notre histoire très lointaine. Du calcaire, de l'eau, forcément des gouffres nombreux dans le sous-sol de Bourgogne-Franche-Comté et les spéléologues découvrent de nouvelles galeries comme les explorateurs partaient à la découverte de nouveaux mondes autrefois. Dans le massif jurassien, allons voir comment se forment les stalactites et les stalagmites. Depuis la grotte de la Borne au Cassau, 18 km de galeries souterraines, c'est la plus longue cavité du Jura, tout près de Lons-le-Saunier. L'eau de pluie qui tombe sur le plateau est légèrement acide. Elle va s'acidifier encore plus en traversant les couches d'humus du sol. Et puis, elle va dissoudre du calcaire en pénétrant dans la roche. Elle va donc se charger de carbonate de chaux. En réapparaissant dans des zones où il y a de l'air avec l'oxygène, il va y avoir une cristallisation. Alors, selon l'endroit, bien entendu, au plafond, on aura des stalactites. L'eau qui va continuer à tomber au sol va former des stalagmites. Ça se rejoint parfois entre colonnes. Sur les parois, eh bien, ça va ruisseler et former ce qu'on appelle des draperies. Et ici aussi, au sol, par exemple, l'eau a ruisselé sur une surface inclinée. Elle va déposer ses petits cristaux en fonction des reliefs, des petites particules qui traînent. Petit à petit, au cours des centaines d'années, ça va arriver à former des petits barrages qui vont grossir progressivement pour arriver à former ces petits bassins qui sont étagés, c'est des gourds. D'accord. On ne peut pas donner de chiffres exacts sur la durée de concrétion, sauf à faire des datations. Alors quand tu prends des massifs comme ça a demandé plusieurs milliers d'années. Alors on voit des concrétions qui sont très anciennes, souvent en dessous, comme c'est ici. On voit qu'elles sont ternes, ce n'est pas un calcaire bien pur. Et ensuite, il y a eu un reconcrétionnement de surface qui s'est fait beaucoup plus tard. Donc on a deux périodes de calcification. D'accord, donc plus la concrétion est claire, plus elle est récente. Voilà, on peut dire que toutes celles qui sont d'une belle couleur claire sont récentes. Récentes, ça veut dire seulement quelques milliers d'années. D'accord. Voilà. D'accord. Attends, parce que j'avais fait une clé, moi. C'est bon, la caméra, elle est encore active? Ben, apparemment, ça clignote rouge, ouais. Comment essayer Ça va? Donc vas-y, là, vas-y. dis donc, c'est étroit, là. Je me rappelais plus que c'était aussi étroit, ce passage-là, toi. Donc là, on arrive depuis une diaclase, effectivement, on va traverser cette fissure. Voilà. Bon, on y est, C'est 1 mètre de large à peine. Ouais. Yann, chauve-souris, petite chauve-souris. Ah, ouais, il y a une chauve-souris. Ouais. C'est la saison. Ouais, un petit rhinolophe. Oh, super. Ah, c'est génial, là. Ah, c'est géant, hein. C'est magique, Ça te dérange pas si t'es assis sur moi? Non, ça va? Regarde là-bas au fond, là. Voilà, c'est chouette, hein. Voilà, donc là, on arrive tel une araignée. C'est un petit sprint final, hein. Bien arrivé. Libre. Alors, tu as vu ici, on a mis en place un balisage exprès pour que les spéléos, que les visiteurs n'aillent pas piétiner tout partout. Le sol est assez glissant. Là, ça glisse, ouais. Donc, on a à la fois les stalagmites, les stalactites, des piliers stalagmitiques. Ah, il y a des beaux piliers à cet endroit-là, ouais. Ouais. Très joli.
Attention à votre tête, c'est un petit passage étroit. Hein. Merci, merci François Delavarande, gérant des grottes d'Arcy-sur-Cure où nous sommes. La présence humaine dans ce site a toujours existé? Oui, on a des traces de la présence humaine datées de 28 000 ans avant notre ère moderne. Donc les gens allaient au fond de la grotte pour peindre. On sait dans chaque endroit, dans chaque pièce en quelque sorte de ces grottes, ce qui s'y passait? Ah non, c'est tout à fait au fond de la grotte. Ils ne vont qu'au fond de la grotte pour peindre. Et comment savons-nous tout cela? Il y a eu des recherches très précises qui ont été effectuées? Oui, il y a des recherches de datation qui ont été faites au sol avec des éléments qu'ils avaient retrouvés, du charbon, de l'ocre et voilà. Et là, on sent des gouttes d'eau, on sent que c'est très humide forcément. Certes, c'est naturel, tout ça c'est naturel. Tout est naturel et ça a été creusé donc par la rivière et l'action de l'eau par percolation ou par pénétration de la rivière dans ce système karstique qui a permis qu'on ait ces très belles cavernes ici dans Lyon. Et lorsque l'eau jaillit des souterrains pour aller jusqu'à la surface, ça donne des phénomènes comme par exemple un puits naturel, la fosse d'Yonne de la colline de Tonnerre. 300 litres d'eau par seconde, ces couleurs changent tout le temps, elles font le bonheur des visiteurs comme des habitants. Tonnerre ne serait pas Tonnerre sans sa célèbre fosse d'Yonne qui trône en contrebas de l'église Saint-Pierre. Il s'agit d'une exurgence vauclusienne. Autrement dit, cette rivière souterraine surgit des entrailles de la colline et forme ce puits naturel qui débite plus de 300 litres par seconde de façon ininterrompue depuis des siècles. La source attire toujours autant les visiteurs, mais aussi les tonnerrois. Nathalie Évrard habite à 2 pas et passe presque chaque matin par la fosse. Elle est très attachée à ce monument, source de mystère et de légende. Salut Alain. Salut. Ça va? Très bien et toi? Qu'est-ce que tu fais là? J'aime beaucoup venir ici en fait. C'est un lieu qui m'inspire. Je viens tous les jours pour voir l'eau. Je trouve ça fascinant qu'elle soit un coup bleu, un coup turquoise. Il y a un côté mystique, voire même fantastique justement, que j'aime beaucoup. C'est sûrement la fosse d'Yonne qui a créé Tonnerre. D'ailleurs, le nom de Dionne vient de la déesse gauloise Divona, qui était la déesse des sources. Et fosse, c'est la déformation du nom latin fons, fontaine. Donc la fontaine de Divonne. Et les légendes? J'aime bien celle de Saint-Jean, parce que je trouve qu'on peut la rattacher à la réalité. En fait, on doit être autour du IVe siècle et Saint-Jean s'est installé comme ermite tout près d'ici, dans les rochers, au-dessus de l'endroit qui s'appellera la fosse d'Yonne. Et en fait, on dit qu'il a tué le serpent basilic. Tu sais, cette grosse bête au Moyen-Âge qui donnait des fièvres aux gens. Et en fait, il a utilisé une bêche pour tuer le basilic. Et quand on sort du symbole, on s'aperçoit qu'en fait, la bêche, elle a servi à Saint-Jean pour assainir les marécages. Et du coup, les marécages ayant disparu, les fièvres aussi. La fosse fut aménagée en lavoir en 1750 et utilisée par les lavandières de Tonnerre jusque dans les années 60. Vous connaissez l'usage de ces pierres-là? Non. Oh, pour poser les paniers de linge? Non, c'est pour pouvoir aller chercher de l'eau avec un seau. Parce Ah qu'ici, bon? l'eau était salie, il y avait toutes les lavandières qu'il avait ici. Oui. Et quand on voulait de l'eau claire pour rincer, eh ben, on sautait comme ça. Et voilà, on venait puiser de l'eau ici. Et ensuite, on passait le seau à la copine. Ouais, c'était des femmes qui étaient très, très agiles. Hein. Ah ouais, c'est ça, Je pense qu'on réservait ça aux plus jeunes. Des mystères, ces profondeurs en cachent encore. Au XXe siècle, des plongeurs ont exploré ces entrailles, détaillant les 360 premiers mètres de cavité sans jamais parvenir à atteindre le fond. Aujourd'hui, ces explorations sont jugées trop dangereuses. Elles ont été interdites et le secret reste entier.
Nous allons quitter ces magnifiques grottes d'Arcis-sur-Cure pour rejoindre des gorges, celles du Doubs, à la frontière avec la Suisse, lieu de jeu de cache-cache avec les contrebandiers. Les travailleurs des moulins du fond des gorges, eux, ont toujours cherché des moyens pour monter jusqu'au plateau par le chemin le plus court. Les premiers passages aménagés remontent au XVe siècle. Ils sont alors en bois, puis en acier au XXe siècle. Ce sont les redoutables échelles de la mort, connues de tous les amateurs de sensations fortes, à même la paroi sur la Via Ferrata. À l'origine, les échelles de la mort, vous imaginez que c'était juste une perche en bois traversée par des barreaux. Alors les échelles de la mort, le nom fait peur globalement, mais en fait c'est lié à cet endroit-là des gorges du Doubs qui est très encaissé. On l'appelle la vallée de la mort. On a également, pas très loin sur la rive suisse, l'aiguille de la mort, on avait le moulin de la mort. On pense aussi certainement que les contrebandiers avaient donné ce nom-là afin que les gens ne viennent pas trop dans le coin, et également les douaniers, c'est-à-dire de vraiment faire un peu peur aux gens. Ici on a un symbole de la contrebande, c'est Notre-Dame de la Bricotte. La Bricotte, c'était la contrebande de monsieur et madame tout le monde. Bricotte ou pacotille, c'est les marchandises de première nécessité. Alors on mettait des vierges un peu partout, comme ça, dans les gorges du Doubs, en direction de la Suisse, en protection pour les contrebandiers. Mais elles regardent toujours en direction de la rive suisse. Aujourd'hui, à défaut de protéger les contrebandiers, elles protègent les randonneurs. Quand on vient à Via Ferrata, déjà on vient pour le cadre naturel, et puis pour cet esprit nature, grimper au rocher en toute facilité, se dire on peut prendre de la hauteur sans forcément ressembler aux grands champions d'escalade. Et là, magnifique, hop, des barreaux, des échelles, on progresse en toute sécurité et on vient rechercher un petit peu d'adrénaline, puisque là on a quand même pratiquement 80 voire 100 mètres de vide, et ça, c'est pas donné à tous de pouvoir s'accrocher comme ça à la falaise. Tu as ton matériel, tu viens, tu es tranquille, tu l'as fait. Voilà, il n'y a pas de redevance, c'est un petit peu comme toutes les Via Ferrata en France. Et bon, on n'a pas à se tarer, ici, on a quand même une des plus belles Via Ferrata de France, super aérienne, un cadre magnifique. Ça, on ne peut pas l'enlever aux contrebandiers. Je ne sais pas si vous avez le temps de le voir à l'époque. Merveilleuse nature dans Pourquoi chercher plus loin, au pied des rochers du Saussois dans l'Yonne. Intéressons-nous à présent aux 1001 facettes du plateau des 1000 étangs en Haute-Saône. La vie s'est organisée en fonction de l'eau et les tourbières racontent notre histoire. Elles sont entretenues par des amateurs de botanique. Regarde Francis, voilà où nous sommes sur le plateau des Grioux. Donc effectivement, on est juste au centre du plateau des 1000 étangs qui fait approximativement 220 km². Oui. Donc on est situé entre deux vallées, vallée du Brochin, vallée de l'Oignon. Un peu plus au nord, on est juste à côté des Vosges et un peu plus au sud, on est dans la plaine de la Haute-Saône, entre Lure et Luxeuil. Alors c'est vrai qu'on se demande, est-ce qu'il y a vraiment 1000 étangs généralement? Alors on va dire qu'il y en a à peu près 850. C'est vrai que le mille-pattes, on dit aussi qu'il en a 1000, alors qu'il il en a, un peu moins, 750 approximativement. Et tout le plateau est constitué essentiellement de creux et de bosses. Et quand on s'y promène en voiture, on randonne à droite et à gauche, on monte et on descend de plus en plus. Et par chance, ici, en fait, on est sur un des secteurs en France où il pleut le plus. On peut avoir jusqu'à 2 mètres d'eau. Donc, on a vraiment des conditions nécessaires et idéales pour remplir tous ces trous, comme tu le disais.
Ici, l'habitat dispersé domine. Les mairies, les écoles, les églises et les habitations sont disséminées çà et là, reliées par une multitude de routes et de chemins qui ne sont pour la plupart que des digues retenant les étangs. On appelle aussi cet endroit la Petite Finlande. Le plateau est en pente puisque le sommet le plus haut du plateau c'est environ 750 mètres et la partie basse on est à 300 mètres. Donc c'est vrai qu'on a une succession d'étangs à droite et à gauche qui sont reliés par des ruisseaux. Et il n'y avait pas de problème de vidange à l'époque où ça se faisait encore parce qu'ils devaient s'organiser là pour vider les étangs, hein. Alors c'est vrai que tous ces étangs étaient vidangés tous les 3 à 6 ans. Ouais. Alors on disait qu'on cueillait le poisson sur le pré, c'est-à-dire qu'on ouvrait la vidange et les poissons allaient tout doucement s'égayer dans les prés et ils étaient ensuite récupérés, vendus, puisque ça faisait partie un peu de la subsistance. Ici, la moindre chose avait de la valeur. Les gens vivaient principalement en autarcie et le fait d'avoir un étang, c'était toujours un plus. Au cœur des 1000 étangs, il existe encore des espaces uniques où l'homme n'est pas ou peu intervenu. Pour les botanistes, ce sont des sites précieux qui gardent en mémoire les traces du passé depuis la dernière glaciation. Ce sont les tourbières. Ce qui me frappe tout de suite, c'est la présence d'arbres nombreux et relativement grands et vigoureux dans ce qui devrait normalement ne pas avoir vraiment d'arbres, hein. On a déjà des fruits d'orchidées, hein. Il n'y a plus de fleurs visibles en cette saison. Mais dis-moi sur quoi on marche là. Alors, ça c'est principalement de la sphaigne, hein. Et dans ce genre de tourbière, c'est la sphaigne qui construit la tourbière. Alors quand on en prend vraiment une petite masse, on se rend compte que comme ça elle a l'air de rien. Et puis lorsque on appuie, lorsqu'on exprime un petit peu ça, il y a beaucoup d'eau dedans malgré le fait qu'on soit un petit peu en période sèche comme ça, hein. Alors on va trouver pas mal là d'espèces caractéristiques d'une tourbière en voie d'évolution. Ça c'est le trèfle d'eau. Et puis, ce qui va vite attirer notre attention, surtout en cette saison où elles sont bien rouges, c'est les plantes carnivores. Donc celles qui sont très hautes et puis... Non, c'est celles qui sont toutes petites et qui vont manger juste des petites mouches et des petites libellules, hein. Dis-moi Francis, j'ai appris il y a peu que une tourbière pouvait avoir un âge très avancé en fait. Oui, ben on peut considérer que là, une tourbière comme celle qu'on a ici, là on est sur un bombement qui est la partie sans doute la plus ancienne de la tourbière, peut avoir plusieurs milliers d'années. C'est après les glaciations, la dernière glaciation s'est terminée vers moins 12 000 ans. Et c'est depuis lors qu'en fait ces sphènes se sont accumulées. Et on peut avoir ainsi jusqu'à une dizaine de mètres de tourbe, quelquefois dans ces endroits-là, qui représentent l'accumulation peut-être d'un petit millimètre par an, quoi, lorsque tout se passe au mieux, quoi, hein. Et c'est en fait une des choses extraordinaires dans la tourbière, c'est que c'est non seulement un conservatoire extraordinaire d'espèces animales et végétales, mais également une archive du temps. On apprend à savoir toutes sortes de choses qui se sont déroulées il y a 4 ou 5 000 ans. On sait quelle végétation était présente ici, quel était le climat de l'époque. Et c'est ainsi qu'on a de quoi connaître beaucoup plus de choses sur notre passé, puis peut-être un petit peu sur notre avenir, hein, si on les laisse un petit peu fonctionner. Peut-être que dans 10 000 ans, on pourra savoir ce qu'on a fait et puis ce qu'auront fait les gens après nous. Être curieux de nature, c'est aussi prendre soin de la biodiversité tous les jours. C'est le cas à Dijon, où le muséum conserve dans ses réserves un inventaire complet de la flore de la région, un petit peu comme l'herbier de notre enfance, mais en version XXL, alimenté par le plateau de la Cra, un petit coin de verdure tout près des immeubles. Favoriser le retour de la nature dans une ville, cela suppose de savoir d'où l'on vient et de quoi était faite la biodiversité autrefois. En matière de végétaux, cette mémoire se trouve ici, dans ces réserves botaniques. Joanne Lallemand y conserve des herbiers, dont le plus précieux, l'herbier poinceau, fait l'objet de soins patients. Cet herbier, c'est un patrimoine régional, c'est pour ça qu'il a été choisi pour cette restauration. Il compte à peu près 15 500 planches.
Et donc dans cet herbier, on retrouve toutes les plantes qui composent la flore de Bourgogne. Donc il y a un atelier qui a été monté avec des bénévoles de la Société d'histoire naturelle de Bourgogne, qui sert donc à la restauration de cet herbier afin qu'il soit numérisé et valorisé dans de bonnes conditions. C'est un travail sur plus de 15 000 planches. Là, on en a fait à peu près 7 000, donc c'est un travail de plusieurs années. C'est ici. Vous avez déjà fait? Oui. Une par une, chacune de ces planches est décollée de son support et recollée sur un papier plus adapté à une conservation de long terme. Le but est de garder dans les meilleures conditions cette bibliothèque végétale vieille de plus de 2 siècles. Simon, t'as bientôt fini? Ouais. Les réserves comptent également des planches plus récentes. Elles sont alimentées régulièrement grâce aux herbiers constitués par Johan Lallemand lui-même. On va essayer d'aller sur le plateau de l'Acra, donc on va continuer à récolter des échantillons pour approvisionner les collections du muséum. Donc toi, ça c'est ce qui a été récolté l'année dernière. D'accord. Donc l'intérêt c'est de compléter notre herbier donc, sur le territoire du Grand Dijon, afin de suivre la biodiversité qui s'y développe. Le but c'est vraiment d'avoir la feuille, la fleur, le fruit, voilà, pour assurer une bonne détermination. D'accord. Toi, on voit une autre. C'est quoi ça? Un réséda. Oh, donc là, on pourrait dire qu'il manque la fleur, mais... Donc les fleurs, c'est ça en fait. Ça, c'est les fruits là. Ah, ouais, les fleurs sont déjà passées. Très bien. D'accord. Donc il n'y a plus qu'à aller sur le plateau de l'Acra pour réaliser les prélèvements. Ok. L'Acra, situé à l'ouest de Dijon, est un des terrains de collecte favoris du botaniste. Une partie de ce plateau calcaire est la propriété du Grand Dijon, qu'il a acheté il y a quelques années pour garder une ceinture verte et éviter que la ville ne s'étale trop. On y trouve une agriculture périurbaine, essentiellement des céréales et de la vigne, ainsi que des bosquets et des prairies. Donc là, on va aller sur un carré que j'ai déjà observé l'année dernière. Un quadrat, c'est ça? Voilà, un quadrat pour pouvoir faire le suivi de la flore qui s'y développe. D'accord. Voilà. J'imagine qu'il y a beaucoup d'espèces dans ce milieu. Ouais, l'année dernière, j'ai pu observer à peu près 110 espèces. Ah ouais, quand même. Donc, en plusieurs fois, bien sûr, parce que tu as des flores qui sont printanières, estivales, etc. Donc là, on va faire un premier relevé. D'accord. Là, tu as un mélempire, il faut regarder. Je vais l'arracher et puis tu pourras le faire sécher après. D'accord. Ouais. Il faut regarder le calice, s'il est poilu ou pas poilu. D'accord, alors le calice, c'est quoi? C'est l'ensemble des sépales, c'est la partie verte qui. Ah bah d'accord. Ah bah je le vois d'ici. Voilà. C'est poilu. Donc c'est poilu. C'est pubescent. Voilà, donc tu vas pouvoir cocher sur le relevé Rhinanthus alectorolophus. D'accord. Ici en bleu. Une grosse fleur. Ouais. Donc c'est le bugle de Genève, Ajuga geneviensis, qui est poilu sur les 4 faces de sa tige. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Ok. Et alors ça, on va le ramener au jardin des sciences et on va l'intégrer du coup. Donc on va le faire sécher, on va monter une planche d'herbier qui va être incorporée à l'herbier qui traite du territoire du Grand Dijon afin de connaître la biodiversité qui s'y développe. Surtout qu'on voit que Dijon est à proximité. On est juste à côté. Ouais. Ouais, donc ce plateau joue vraiment un rôle de réservoir de biodiversité. C'est pour ça qu'on replante des haies pour faire des corridors écologiques. D'accord, pour faire le bocage. Voilà, ouais. D'accord, donc on va mettre tes échantillons sous presse pour assurer une bonne disposition et une conservation. Et il faudra changer les papiers dès demain. D'accord, sécher. Les sécher. La balade continue à tout moment grâce à notre site internet pourquoichercherplusloin.fr. Des cadeaux de la nature si près de chez nous. Pourquoi chercher plus loin ?